Bonjour à tous. Pour cette 8e séance, nous allons entamer les exercices du début du chapitre 2. Nous allons voir pour cette séance les exercices 2 et 3. L'exercice 2 représente Benjamin qui pèse 80 kg et surtout sa tête qui représente 7% de sa masse corporelle. On nous demande de calculer la force musculaire que les muscles extenseurs du cou doivent développer pour maintenir la tête de Benjamin droite. On nous demande également de savoir quelles vont être les forces de réaction articulaire au niveau de C1. On nous donne la distance entre le centre de masse de la tête et C1, ainsi que la distance entre C1 et l'insertion des muscles extenseurs. L'exercice 3 est exactement semblable, sauf que cette fois-ci, Benjamin penche sa tête vers l'avant, avec un angle de 50 degrés par rapport à l'horizontale. Dans ce cas, on a le centre de masse de la tête qui est un peu plus avancé par rapport à C1. On passe à 4 cm plutôt que 2. Par contre, le bras de levier effectif de la force musculaire est quant à lui toujours de 7 cm. On me demande à nouveau de calculer la force musculaire et la force de réaction articulaire. Dans ces exercices, comme pour tous les autres exercices, la première chose est de bien comprendre le problème et éventuellement fixer un repère et une origine. Ensuite, très important de savoir quelles vont être les formules à utiliser et les éventuels inconnus. Dans notre cas, les inconnus sont les forces de réaction articulaire, dans les deux cas, donc FA, et la force musculaire, FM. Ensuite, comme Benjamin est statique, nous allons devoir utiliser les équations de statique, à savoir que la somme des forces est égale à 0, et comme nous travaillons dans le cadre de ce cours en 2 dimensions, toutes les forces sont dans le plan x, y, et donc nous aurons que la somme des forces en x est égale à 0, et que la somme des composantes de force en y est égale à 0. La deuxième équation est que la somme des moments de force est égale à 0. À nouveau, comme nous sommes en 2 dimensions, ces moments auront uniquement les composantes en z, c'est-à-dire la composante perpendiculaire au plan xy, qui sera non nulle. Finalement, il faut résoudre l'exercice et, une fois la solution obtenue, se poser la question de la logique du résultat. Avant d'entamer l'exercice, il est sans doute intéressant de faire un bref rappel sur les moments de force. Comme le dit Wikipédia, le moment d'une force par rapport à un point donné est une grandeur physique vectorielle traduisant l'aptitude de cette force à faire tourner un système mécanique autour de ce point, souvent appelé pivot. Il s'exprime habituellement en newton-mètre. Nous pouvons voir la formule, ici en haut de votre slide, que le vecteur moment de force est égal au vecteur R, qui est le vecteur du bras de levier, produit vectoriel du vecteur force. Le moment résultant est perpendiculaire au plan qui comprend les deux vecteurs bras de levier et force,
comme on peut le voir sur le petit schéma en haut à droite de votre image. Dans notre cas, si on considère l'origine comme étant le point orange, qui serait l'axe de rotation, le R réel, qui serait en réalité le bras de levier réel, et la force F, qui est orientée vers le bas, cette force F va générer un mouvement de rotation dans le sens horloger autour de l'origine. Le bras de levier peut être décomposé en vecteur et donc il peut être décomposé en ses différentes composantes. Nous aurons sa composante en X qui est égale à RF, sa composante en Y qui est égale à R rad et sa composante en Z qui est nulle. Le vecteur force, quant à lui, a juste une composante qui est non nulle, c'est la composante en Y et qui vaut moins F. Par définition du produit vectoriel, nous avons que le moment de force est égal au produit vectoriel du bras de levier et de la force. Et donc vous avez sur cette slide en fait la formule du moment vectoriel et nous voyons qu'en l'utilisant, nous avons en réalité qu'une composante qui est non nulle, qui est la composante en Z et qui vaut en fait RF fois la force. Ceci est trop compliqué et dépasse un peu le cadre de ce cours, mais ça permet pour vous de savoir d'où vient ce moment vectoriel et comment on arrive à trouver nos différents résultats. Comme on l'a dit, dans le cadre de ce cours, comme on travaille en 2 dimensions, on peut se permettre de simplifier. On va, pour trouver le moment de force, premièrement, trouver sa grandeur ou sa norme. Sa grandeur en Z est égale en fait au produit du bras de levier effectif et de la grandeur de la force. Le bras de levier effectif est en fait la grandeur de la composante du bras de levier réel, perpendiculaire à la force. Dans le cas de notre exemple, nous avons en bleu le bras de levier réel et sa composante qui est perpendiculaire à la force est en réalité le R effectif en rouge. Le signe, quant à lui, de la composante en Z du moment de force en fonction du sens est en fonction en fait du sens de la rotation qui est induite. Dans le cas où la rotation induite autour du point de référence choisi est dans le sens horloger, nous aurons un moment qui est négatif. Lorsque la rotation induite autour du point de référence choisi est dans le sens anti-horloger, nous aurons un moment qui est positif. En reprenant l'exemple situé à gauche sur votre slide et en utilisant ces 2 principes, nous avons que la grandeur du moment en Z sera égale à RF fois F. La force induit un mouvement dans le sens horloger et donc la composante en Z du moment sera négative. Nous aurons donc que la seule composante non nulle du moment de force en Z vaut moins RF fois F, qui est exactement le même résultat que nous avons trouvé en faisant la formule du produit vectoriel. Ceci est une remarque. Donc, dans le cas précédent et dans le cadre de ce cours, nous prenons habituellement
la composante perpendiculaire à la force du bras de levier. Mais nous pourrions faire exactement la même chose en prenant le bras de levier réel et en prenant la composante de la force qui est perpendiculaire à ce bras de levier réel. C'est ce qui est présenté sur le schéma en bas de votre slide. Et donc nous allons voir qu'on arrive exactement à la même chose avec ces deux façons de faire. Dans le premier cas, nous avons que la grandeur du moment de force va être égale au bras de levier effectif, donc RF fois la force. Et donc le bras de levier effectif, si on regarde, si on a un angle alpha entre l'horizontale et le bras de levier réel, nous aurons que la grandeur du moment serait égale à cosinus alpha du bras de levier réel fois la force. Comme la rotation induite va être dans le sens horloger, nous aurons une composante en z qui est négative et donc nous aurons en fait que la composante en z du moment de force est égale à moins cosinus alpha fois le bras de levier réel fois la force. Dans le deuxième cas, nous avons que la grandeur du moment va être égale en fait au bras de levier réel fois cette fois-ci la composante de la force qui est perpendiculaire à ce bras de levier réel. Cette composante perpendiculaire est égale en fait au cosinus alpha fois la force. Et donc, la force induit également une rotation dans le sens horloger. Et donc, on aura exactement la même expression pour le moment de force. Et donc, on peut voir que ça revient exactement à la même chose de prendre la composante du bras de levier qui est perpendiculaire à la force, ou alors de prendre le bras de levier réel et la composante perpendiculaire de la force à ce bras de levier réel. Dernier petit point de rappel concerne cette fois-ci la statique. Donc, la deuxième équation de la statique est que la somme des moments par rapport à n'importe quel point doit être égale à 0. C'est assez important et intéressant car on peut choisir n'importe quel point. Et donc il est important pour vos calculs, pour ne pas vous compliquer la tâche de trop, de prendre le point qui les facilite le plus. Par exemple, dans le cas suivant, on a une balançoire avec une petite masse d'un côté, M2, et une grande masse de l'autre côté, M1. La balançoire est à l'équilibre, et donc on voit que pour ce faire, D2 doit être plus grand que D1. On connaît, disons, D1, D2 et M1, et on aimerait bien connaître la masse du deuxième objet, ainsi que la force de réaction au niveau de l'appui. Alors, en fonction des différentes origines des points par rapport auxquels on va faire la somme des moments est égale à 0, on va voir que les calculs vont être très différents. Si on prend O1 comme origine, nous aurons que le moment induit par le poids du premier objet, M1, sera égal à D1 fois P1. On a bien quelque chose de positif, car le poids de ce premier objet va induire une rotation dans le sens anti-horloger par rapport à O1. Le moment dû à la force de réaction est quant à lui nul, car il n'y a pas de bras de levier. Le moment dû au deuxième objet va lui induire une rotation dans le sens horloger, donc il sera négatif, et nous aurons donc que M2 serait égal à moins D2 fois P2. En utilisant le fait que la somme des moments est égale à 0, nous avons que D1 fois P1 moins D2 fois P2 est égal à 0, ou en d'autres mots, que M2 est égal à D1
sur D2 fois M1. Nous avons déjà une de nos deux inconnues qui est trouvée. Pour trouver la seconde, Fr, il suffit d'utiliser le fait que la somme des forces est égale à 0, et donc nous aurons simplement que Fr est égal à P2 plus P1. Prenons un deuxième exemple. Si nous prenons maintenant O2 comme origine, nous aurons le moment induit par le poids 1 qui est égal à 0. Nous aurons le moment dû à la force de réaction de l'appui qui sera égal à D1 fois Fr. Et nous aurons un moment induit par le poids de la petite caisse qui est égal à moins D1 plus D2 fois P2. En utilisant le fait que la somme des moments est égale à 0, on voit qu'on arrive à une équation qui est D1 fois Fr moins D1 plus D2 fois P2 est égal à 0. Et là, nous avons une équation et deux inconnues, et donc nous allons devoir utiliser le fait que la somme des forces est égale à 0 pour avoir un système de deux équations à deux inconnues qui est résolvable, mais les calculs sont beaucoup plus compliqués. Il vaut mieux donc opter pour la première solution et placer l'origine au point O1. Imaginons maintenant mettre l'origine en plein milieu de D2, et en fait, que nous prenions O3 ou O4, on va avoir exactement la même chose, car les bras de levier effectifs seront les mêmes. Nous avons que pour le premier M1, pour le premier objet, le premier poids va induire un moment qui sera égal à D1 plus D2 demi fois P1. Pour la force de réaction, nous aurons D2 demi fois Fr, et pour la masse 2, le poids 2, nous aurons moins D2 demi fois P2. Et donc, à résoudre, nous avons de nouveau une seule équation plus compliquée avec deux inconnues, et donc on a un calcul qui va encore être plus compliqué. Donc, il vaut mieux choisir le premier cas. Revenons maintenant à l'exercice. Les données, on a la masse de Benjamin de 80 kg, nous avons BP qui va être le bras de levier effectif pour le poids de la tête, nous avons BM qui est le bras de levier effectif pour les muscles, et ensuite nous savons que la masse de la tête par rapport à la masse du corps est égale à 7%. Nous savons donc que la masse de la tête sera de 5,6 kg, et donc que P sera égal en fait à moins 55 newtons, en prenant la masse de la tête fois la force de gravité. En utilisant maintenant le fait que la somme des forces est égale à 0 par rapport à l'origine. Alors pourquoi par rapport à l'origine? Parce qu'on nous donne déjà les deux bras de levier par rapport à l'origine, et donc c'est vraiment le point le plus facile pour trouver les différents problèmes. Et surtout également parce que lorsque nous avons deux inconnus, donc ici ce sera FA et FM, il vaut mieux toujours prendre un de ces deux points comme origine. Ça nous permet d'avoir une équation à une inconnue. Ça me permet de se débarrasser d'une inconnue. Donc le moment lié au poids de la tête, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici que le poids de la tête induit, si on regarde, une rotation dans le sens horloger, et donc le moment va être négatif. Et ce moment négatif sera égal à, en fait, à moins BP, le poids de levier effectif, fois P, le poids de la tête. Et donc nous avons qu'on a un moment qui est de moins 1,1 Nm induit par le poids de la tête.
Le moment lié à la force des muscles extenseurs, quant à lui, nous avons cette fois-ci que les muscles induisent une rotation dans le sens anti-horloger, et donc positif pour le moment. Et nous avons que MM, le moment musculaire, sera égal à bras de levier effectif, BM, fois la force musculaire FM. Et donc nous avons que le moment musculaire sera de 0,07 fois FM Newton-mètre. En utilisant le fait que la somme des moments est égale à 0, nous avons que MP plus MM est égal à 0, et donc en substituant par leur valeur et en mettant FM en évidence, nous avons que la force musculaire est égale à 16 newtons. Cette valeur est bien entendu la grandeur de la force musculaire FM. Et donc la composante en Y de la force musculaire FM est quant à elle de moins 16 newtons. Elle est en effet orientée vers le bas. Ensuite, pour calculer l'autre inconnu, FA, on va utiliser le fait que la somme des forces est égale à 0. Dans ce cas, toutes les forces sont orientées selon Y, et donc nous utiliserons uniquement les composantes Y. Donc la somme des composantes des forces en Y est égale à 0, ce qui veut dire que nous avons Fm plus Fa plus P est égal à 0, et donc la force de réaction articulaire est égale à 71 newtons. Ces résultats sont logiques. Passons maintenant à l'exercice 3. Lorsque le sujet penche la tête vers l'avant, nous avons exactement les mêmes données, tout reste identique sauf BP, donc le bras de levier effectif pour le poids de la tête qui passe de 2 cm à 4 cm. Nous avons toujours la masse de la tête qui reste la même et nous avons toujours le poids de la tête qui est égal à moins 55 newtons et qui est seulement orienté en Y. En utilisant le fait que la somme des forces des moments est égale à 0 par rapport à l'origine à nouveau, nous allons voir quel est le moment lié au poids de la tête. Ce moment est égal à moins 2,2 newton-mètre. Le moment lié à la force des muscles extenseurs est quant à lui est égal à 0,07 fois Fm. On a exactement la même chose que tout à l'heure pour ça. Et donc, quand fait la somme des moments est égale à 0, nous avons que Fm est égal à 32 newtons. À nouveau, Fm est égal à 32 newtons. 32 newtons, c'est la grandeur ou la norme de la force musculaire Fm. On va donc calculer les composantes en X, qui sera égale en fait à la norme de cette grandeur Fm fois le cosinus de 50 degrés. Et donc nous avons est égal à moins 20,2 newtons, car on va vers les X négatifs. Et la composante en Y de la force musculaire, Fm, est quant à elle égale à la norme fois le sinus de 50 degrés, en fait moins cela, car nous allons aussi vers les Y négatifs, donc à moins 24,1 newtons. Nous utilisons également ensuite la somme des forces est égale à 0. Cette fois-ci, nous avons des composantes en X et en Y. Donc nous allons commencer par la composante en X. Nous avons que la composante en X de la force musculaire plus la composante en X de la force de réaction articulaire est égale à 0. Et donc que la force FAX donc, est égale à moins FMX est égal donc à 20,2 newtons. En Y, nous avons
chacune des forces, les trois forces Canus qui ont des composantes en Y. Et donc, nous avons que la composante en Y de la force musculaire plus la composante en Y de la force articulaire plus le poids de la tête est égal à 0. Et donc, que FAY est égal à 79,1 newton. En connaissant ces deux valeurs, nous pouvons connaître la valeur ou la norme de notre force de réaction articulaire en utilisant Pythagore. Nous avons que la grandeur ou la norme de la force articulaire FA est égale à la racine carrée de la somme des carrés des deux composantes. Donc est égale à la racine carrée de FAX au carré plus FAY au carré est égal à 81,6 newton. Ensuite, il est possible de connaître la direction de cette force et donc calculer le θ, l'angle entre la direction de cette force et l'horizontale. Et nous avons que la tangente de θ est égale, si on utilise le SOHCAHTOA au côté opposé sur le côté adjacent, et donc est égale à la composante en Y de la force de réaction articulaire sur la composante en X de la force de réaction articulaire. Et donc nous avons que θ est égal à l'arctangente de FAY sur FAX est égal à 76 degrés. C'en est fini. N'hésitez surtout pas à réviser et à poser vos questions. Bon amusement. Merci.